Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Des Guinéennes frappées de plein fouet par les conséquences du Covid-19. Nous allons vous faire entendre ce soir la colère des vendeuses de poissons et un groupe d'enseignants d'une école privée de la capitale. Amnesty International condamne les violences enregistrées récemment en Guinée. L'ONG de défense des droits humains évoque des cas de mort, d'arrestation et de violation des droits humains pendant la période électorale. Et puis en France, le ministre de l'économie souligne la mobilisation exceptionnelle de la chaîne alimentaire dans la gestion de la crise de coronavirus. Il a fait savoir ce mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les mesures de l'État pour contenir la propagation du Covid-19. Il y a des Guinéennes qui subissent déjà les conséquences de quelques-unes. C'est le cas d'un groupe de femmes fumeuses de poissons dont une quantité en partance pour Kindia a été saisie et retournée sur Conakry. Toute la quantité n'est plus commerciable. Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre ce mardi. Rosaline Goté-Monemou et Yacouba Traoré. Nous sommes au port de Boulbiné, précisément dans le compartiment de fumage. Ici, les marieuses ont perdu plus de 19 millions de francs guinéens. En synergie, elles ont embarqué au total 13 cartons de poissons fumés dans un camion destination Kindia. À cause de la décision du président de la République interdisant les sorties de marchandises de Conakry, ce camion sera bloqué au barrage de Kouria. Après 3 jours, les marchandises sont retournées à leurs propriétaires en état de décomposition. Nous avons beaucoup perdu. Le chauffeur était seul avec les marchandises. 2 jours, les camions étaient bloqués au barrage. C'est au 3e jour que nous sommes rentrés en possession de nos marchandises. Ces femmes marieuses disent avoir pris ces poissons à crédit avec des pêcheurs. Normalement, c'est après la vente qu'elles devaient payer ces derniers. Elles ne savent pas comment elles vont s'en sortir. Tous ces poissons ont été pris à crédit. Dès que les pêcheurs voient que vous avez déjà fumé les poissons, ils s'attendent à leur argent. Ces femmes, touchées moralement et économiquement, demandent l'intervention des autorités. Ce n'est pas pour une seule personne. Nous sommes plus de 10. Si les autorités ne nous aident pas, on sera à la merci des gens. Ces cartons de poissons gâtés, nous ne pourrons jamais rembourser. Il reste à savoir si les cris de cœur de ces femmes vont tomber dans de bonnes oreilles. Autre secteur touché par le Covid-19, c'est l'enseignement privé. Pas de cours, pas de salaire pour les enseignants au groupe scolaire privé Adjamaria Massouma. Des enseignants haussent le ton. Ils réclament le paiement de leurs prestations du mois de mars. Mais au-delà de cette revendication, ces enseignants du privé se disent inquiets pour leur avenir. Le Covid-19 a obligé la fermeture des écoles et eux, ils ne sont payés que pour les heures enseignées, même si certains parents d'élèves ont payé toute l'année. Mamadou Saluba et Ibrahima Awal Kamara. Le Covid-19 ne vide pas que des villes. Il ne fait pas que des morts. Il bouleverse aussi des économies, crée des chômeurs et rend pauvres des citoyens, comme ces enseignants du groupe scolaire privé Adjamaria Massouma qui attendent toujours leur salaire du mois de mars. Le 1er, le 2, le 3, jusqu'au 8 aujourd'hui. Vous voyez combien de fois ça a beaucoup traîné. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce qu'on en a marre. Nous voudrions vraiment être payés. Être payés. Et maintenant, car dans quelques semaines, ils n'auront plus rien. Ils ont frappé presque à toutes les portes. Ils ont alerté la délégation scolaire de Yataya. Le fondateur a promis de les payer ce jeudi, mais rien ne les rassure. Ils se demandent quoi faire. Ce qui nous arrive est indescriptible en termes de conséquences, dans la mesure où c'est le quotidien. Et nous vivons de ça. Il faut acheter à manger. Quand on est malade, il faut trouver des moyens pour pouvoir se soigner, y compris les logements. Et si on n'a rien, nous vivons aujourd'hui vraiment, je ne dis pas, nous vivons l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'il y en a qui sont venus à pied, que vous voyez là. Ils sont venus à pied. Depuis la fermeture des écoles pour freiner la propagation du Covid-19,
Certains enseignants du privé se retrouvent dans une situation difficile car ils ne sont payés que pour les heures enseignées. Un faible salaire qui ne leur permet pas de faire des économies. Nous sommes très inquiets parce qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que les autorités compétentes nous regardent en dehors, n'est-ce pas, des établissements publics? Est-ce que nous qui sommes, n'est-ce pas, des privés, qui servons également l'État, est-ce que nous sommes regardés? Est-ce qu'on prend en compte notre vie? Nous nous sentons enfin abandonnés. Voilà, il n'y a pas quelqu'un pour nous défendre. C'est pourquoi c'est très inquiétant. Inquiétant. Et pour combien de temps? Un vaccin n'est toujours pas trouvé, le virus continue sa propagation, les élèves risquent de rester à la maison pour des mois et tant que les classes resteront fermées, les enseignants du privé ne percevront aucun salaire. Nous dépendons des traitements horaires mensuels. Et si d'aventure cela est bloqué et nous sommes abandonnés à notre sort, nous n'aurons que nos yeux, n'est-ce pas, pour pleurer. Le censeur de l'établissement qui n'arrive pas à trouver une solution aurait déjà démissionné. Le Covid-19 a déjà conduit beaucoup de personnes au chômage. Et dans une requête adressée au Premier ministre, la coordination de la dynamique citoyenne contre le Covid-19 en Guinée a fait des suggestions par rapport au plan de riposte contre la pandémie présenté par le gouvernement guinéen. Et dans le document, la structure sollicite une subvention aux médias, la libération de certains prisonniers, la prise en charge des enseignants du privé pendant cette période de crise. Suivez son coordinateur au micro de Bernard Koundouno et de Lamine Silla. Nous avons fait des propositions depuis hier au Premier ministre. Le courrier a été adressé au Premier ministre. Et dans ces propositions, il y a un volet qui concerne les médias. Il faut reconnaître une chose. Les médias jouent un rôle important de sensibilisation, d'information, de communication, même d'éducation de nos concitoyens. Et l'évidence reste aujourd'hui que la seule solution qui se trouve entre nos mains contre la pandémie, c'est bien la prévention. Et cette prévention exige la communication, la sensibilisation. Qui est aujourd'hui le mieux, eh bien, qui se bat le mieux dans cette communication, dans cette sensibilisation? Il faut vraiment citer les journalistes, il faut citer les médias. Toutes ces sensibilisations, toutes ces informations ou communications passent par les médias. Et c'est pourquoi, dans le plan de riposte que le gouvernement a présenté, nous avons suggéré qu'il y ait ce volet de subvention qui doit être accordé aux médias. Pourquoi? Parce qu'ils jouent un rôle de sensibilisation. Il faut qu'il y ait une subvention aux médias pour les encourager, eh bien, afin qu'ils redoublent encore plus les efforts dans ces campagnes de sensibilisation et d'information. Il y a un autre volet que nous avons touché dans cette proposition-là, dans le courrier que nous avons adressé, c'est celui qui touche les prisonniers. Il ne faut pas qu'on les oublie. Depuis hier, nous avons adressé un courrier au Premier ministre pour attirer son attention sur le milieu carcéral. Et notre proposition est allée sur les prisonniers qui sont à 6 mois de la fin de leur mandat, que le président de la République accorde son droit de grâce à ces prisonniers. Et la vignette sur les taxis, nous avons proposé qu'il y ait une exonération ou une annulation pour l'année 2020, ce qui pourrait permettre aux chauffeurs de taxi de souffler et de comprendre que l'État a fait des efforts et qu'à chacun de nous de fournir les mêmes efforts parce que c'est un moment sensible. Et dans le souci d'apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'ONG CIPAD Guinée, à travers la NSS, a organisé ce mercredi une conférence débat axée sur la campagne de sensibilisation à l'endroit de la population. Et cette campagne de sensibilisation repose sur la stratégie du porte-à-porte ainsi qu'à travers l'installation de dispositifs de lavage des mains placés dans les lieux publics. Reportage Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souri Kamara. Restez à la maison, ne la propagez pas. C'est par ce slogan que l'ONG CIPAD Guinée, à travers ses partenaires, a entamé ce mercredi une campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. De par cette campagne, l'ONG souhaite jouer sa partition pour venir à bout du Covid-19, mettre à l'abri la population guinéenne en procédant le porte-à-porte. CIPAD Guinée initie ce projet de campagne de sensibilisation pour accompagner le gouvernement dans cette riposte contre
le coronavirus. Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population sur la propagation rapide du coronavirus. L'ONG CIPAD exhorte les populations à être à l'écoute des personnes qui viendront vers elles dans le cadre de la sensibilisation. La limitation des contacts, le lavage des mains, rester chez soi sont entre autres gestes barrières que l'ONG compte enseigner. Nous souhaitons l'appui du ministère de la Santé pour nous orienter, comme la représentante vient bien de le dire, nous orienter que faire et que dire. Et nous nous attelons à mobiliser les moyens financiers et techniques qu'il nous faut pour pouvoir bouter cette épidémie en dehors de la Guinée. Le Covid-19, si c'est une affaire de tous, le mieux est donc d'appliquer les mesures barrières prises par le gouvernement pour mettre tous à l'abri de cette pandémie. Plus de 25 agents médicaux et étudiants sortant de la médecine sont sur ce projet qui compte toucher plusieurs marchés des régions, notamment Koya, Dubrika et Conakry. Le fait surtout de cibler les marchés, c'est un bon point parce que dans ces différents marchés-là, c'est nos mamans qui se retrouvent dedans pour faire leur marché. Donc c'est un point idéal pour dérouler votre stratégie de communication. Cette campagne, au dire de l'ONG CIPAD, va être axée sur la sensibilisation de proximité des populations. Cette sensibilisation de proximité se tiendra en cohérence avec le dispositif national déjà en place et en accord avec les autorités sanitaires. La société minière Bel Air Mining a offert 750 kits de lavage de mains à la préfecture de Bokeh en guise de contribution substantielle à la mobilisation générale contre la propagation du coronavirus, une pandémie qui fait actuellement des milliers de morts par jour à travers le monde. Ouminatou Sidibé et Salif Olifossi, ces reportages. Par ce don, la société Bel Air Mining voudrait accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 d'une part et d'autre part, inciter les autres sociétés à agir dans le bon sens. Selon le coordinateur du Fonds de développement rural de Bel Air Mining, d'autres actions sont entreprises par la société comme la sensibilisation de son personnel. Nous avons commencé d'abord à former les structures sanitaires qui sont situées dans nos collectivités, en organisant des stages de formation pour le personnel. Et ensuite, nous avons mis en place un programme de sensibilisation aussi bien en direction des autorités locales qu'en direction des communautés riveraines. C'est l'un des dons les plus importants dont Bokeh bénéficie depuis la présence de la pandémie en Guinée, indique le préfet de Bofa. Il remercie les donateurs et demande aux autres sociétés d'emboîter le pas dans l'intérêt supérieur des populations de la préfecture. Il y a plusieurs sociétés qui sont à côté de nous ici. En voyant ces images, nous voudrons lancer un appel aux autres sociétés d'accompagner cette population pendant cette période. C'est ce qui doit être bien pour nous tous. Lors de cette remise, Dr Bala Traoré, directeur préfectoral de la santé, a quant à lui estimé que le lavage des mains doit devenir habituel pour les populations pour la survenue d'autres maladies bactériennes et virales. La culture continue, le lavage des mains n'est pas lié seulement à une maladie. C'est un problème culturel que nous devons inscrire dans nos comportements habituels en vue de réduire l'incidence de beaucoup d'affections transmissibles et aujourd'hui du coronavirus. Il a ensuite encouragé les citoyens à se battre pour le renforcement du dispositif sanitaire dans tout le pays. Et comme je vous l'annonçais, Amnesty International, dans son rapport annuel 2019, condamne les violences enregistrées récemment en Guinée, de violences qui se sont soldées par des cas de mort, d'arrestation, de violation des droits humains pendant la période électorale. Et cela ne laisse pas de marbre les ONG locales de défense des droits humains. Et dans ce contexte, les autorités réagissent et affirment que la lumière sera faite sur ces manquements. Givril Ba et Aboubakar Din Kamara, reportage. C'est un rapport accablant que l'ONG Amnesty International fait porter à l'État guinéen. Dans ce document, il ressort que lors des élections organisées le 22 mars dernier, les forces de sécurité ont été associées à des groupes de jeunes lors des violences
ayant abouti à au moins 12 homicides illégaux. Une situation qui donne l'image parfaite de la société guinéenne. Le rapport reflète les réalités du pays. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la situation exacte. Ils ont relevé les choses telles qu'elles sont. 12 morts et 5 enterrés sans autopsie à la suite des élections. Plus loin, Amnesty International, dans son rapport annuel 2019, a également évoqué la menace de la liberté d'expression, des détentions arbitraires, tout cela se résumant à l'impunité. Toutefois, le ministre de la Citoyenneté explique que des efforts seront entrepris pour arrêter ces exactions. Lorsqu'il y a des cas comme ça, ce que nous cherchons, c'est à réunir les preuves et à les porter au niveau du ministère de la Justice pour que des enquêtes soient conduites et que la justice soit rendue. Vous avez raison, les cas que vous avez évoqués, c'est sûr, toutes ces procédures sont ouvertes au niveau de la justice. Ça prend du temps, ça traîne, mais c'est le passage obligé. Ibrahim Aminata Diallo, pessimiste sur les propos du ministre, eux ne croient pas à la volonté des autorités. Il est très difficile pour nous de croire à cela, parce que je me rappelle quand le ministre Khalifa Gassama Diaby était ministre de l'Unité nationale, on a coopéré et travaillé avec lui. Il avait la volonté d'accompagner, de mettre fin à l'impunité en Guinée. C'est pourquoi il avait mis en place un pôle d'avocats, mais vous avez vu la pression à l'intérieur du gouvernement qui l'a poussé à démissionner parce qu'il avait compris qu'il fallait cautionner cette impunité qui était devenue monnaie courante dans notre pays. Amnesty International n'a pas hésité de dénoncer les conditions de détention dans les prisons où au moins 8 personnes ont péri en 2019. La nouvelle constitution adoptée par le référendum le 22 mars dernier a été promulguée. Le président de la République atteste ainsi la légalité du texte qui doit encore être publié au journal officiel de la République. La nouvelle constitution est assez controversée, tout comme le référendum qu'il a adopté d'ailleurs. Écoutez ces réactions contradictoires du RPG Arc-en-Ciel et du Front national de la défense de la Constitution. Comprenez un peu que le coup d'État constitutionnel perpétré par M. Alpha Condé et son gouvernement a été déjoué le 22 mars 2020 par le vaillant peuple de Guinée réuni au sein du FNDC dans sa composante parti pour la société civile et structure syndicale. À date, nous, on ne parle plus au fait de quelconque coup d'État parce que dans le peuple de Guinée, sa globalité écrasante a déjoué ce push où M. Alpha Condé s'est servi des forces de l'ordre afin d'imposer son vouloir, ce qui n'a pas du tout marché. Vous savez bien que moi, ce qui s'est passé les 21, les 22 et les 23 mars 2020 en République de Guinée. Donc, en tout état de cause, au niveau du FNDC, nous, seulement la constitution de mai 2010 s'applique au FNDC et à ses militants. Le sens de notre combat reste le même. Nous ne reconnaissons pas ce document, mon cher ami. C'est de la diversion, simplement. Vous savez, ce qui est dangereux, c'est lorsque vous mentez vous-même. Ils sont en train de se mentir et mentir à leurs partisans. Le FNDC n'est pas le peuple du Guinée. Quand des gens ont décidé de boycotter des élections et de vouloir tenter d'empêcher même par endroit, et après les élections ont lieu, l'Assemblée va être installée très bientôt après la proclamation des résultats définitifs. La nouvelle constitution est promulguée. Et bien entendu, ces politiciens que je qualifie de politicards n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que ils ont fait des mauvais choix, c'est tout. Nous, notre objectif n'est pas d'exclure quelqu'un du processus politique guinéen. Nous avons toujours travaillé dans le sens de l'inclusivité. Mais malheureusement, l'opposition a parié sur du faux, c'est-à-dire on pensait qu'on peut faire tomber le régime. Et ce test qui devrait désormais entrer en vigueur en Guinée est contesté par le Front national pour la défense de la Constitution. Le Front est-il dans la légitimité? Nous avons tendu notre micro à Mamadi Troakaba, qui est juriste, Bernard Koundouno et Lamine Silla. Après celle du 10 novembre 1958, du 14 mai 1962, du 23 décembre 1990, revisée le 11 novembre 2001 et celle du 7 mai 2010, la Guinée s'est majoritairement prononcée oui à une 5e constitution le 22 mars dernier, promulguée par le chef de l'État le 6 avril, le lendemain
cette constitution devrait faire l'objet d'un enregistrement au journal officiel de la République, une démarche qui tarde jusqu'à présent. Juridiquement, ce retard n'est nullement une violation des lois de la République, estiment ces juristes. La promulgation a lieu le 6 avril et en principe, le jour qui suit, eh bien, cette publication doit être faite. Et de mon point de vue, on ne peut pas donc parler d'anomalie, mais en tout état de cause, c'est à compter de la publication du texte qu'il devient opposable à tous les citoyens. Le Front national pour la défense de la Constitution dit ne pas reconnaître cette nouvelle Constitution pour laquelle il a utilisé plusieurs moyens pour empêcher son scrutin. Pour le juriste, le statut de l'État reste celui promulgué par le chef de l'État qui en a la légitimité. Donc, les oppositions à cette nouvelle loi ne peuvent être que politiques, mais pas légales. La Constitution qui a été promulguée par le président de la République reste légalement le seul statut pour l'État. Maintenant, s'il y a des contestations ou même des protestations sur ce statut, sur cette Constitution, cela ne peut être que d'ordre politique. La nouvelle Constitution, qui rentre en vigueur depuis sa promulgation le 6 avril dernier, prend en compte plusieurs facteurs de société au-delà de toutes les anciennes institutions qui y sont reconduites. Toutes ces institutions sont presque reconduites dans la nouvelle Constitution du 6 avril 2020. Grosso modo, les avantages se retrouvent dans ces titres-là. Et la question de genre aussi, qui ne peut être occultée. Cette nouvelle Constitution, qui fait l'objet de contestations par le FNDC, a été approuvée par 89,7% de votants pour un taux de participation de 58,27% selon les résultats de la Cour constitutionnelle. Eli Kamano est déchu de son poste de président du parti guinéen de la solidarité et le développement est exclu. C'est l'annonce qui a été faite ce mardi par le comité central du PGSD. Il est reproché à Eli d'avoir annoncé son départ du FNDC sans consulter les autres membres du parti. Et la fondatrice et vice-présidente du PGSD accuse Eli Kamano de lui avoir manqué de respect, des accusations que rejette le principal intéressé qui parle de manipulation. Antoine Kourouma a joint les différentes parties au téléphone. Suivez. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, le comité central du PGSD a annoncé la destitution de son président et son exclusion du parti pour faute lourde. Marie-Louise Kamano, fondatrice et vice-présidente du PGSD, reproche à Eli Kamano d'avoir violé les règles du parti. Pour son retrait récent du FNDC, il n'aurait pas suivi la bonne démarche. D'abord, il a fait la vidéo, je lui ai dit, donne-moi le temps, on va se voir en face. C'est-à-dire, on va discuter tête à tête. Il dit non, qu'il n'a plus le temps là. Il m'a appelé au téléphone, je dis non. Je dis, si tu sais que je suis ta vice-présidente, au moins, accepte de causer avec moi. Il dit non, qu'il n'a pas ce temps-là. Je pars vers lui, je dis, qu'est-ce qui a motivé tout cet entamage de vidéos pour quitter le FNDC. Mais il n'a pas manqué d'avoir un langage déplacé vis-à-vis de moi, devant ses amis. Eli Kamano dément ces accusations et affirme avoir agi en toute responsabilité. Je l'avais appelé au téléphone. Elle avait essayé de me dissuader. Je lui avais dit, madame, attention, je vais vous faire une précision. Je ne dis pas que le parti démissionne du FNDC. Parce que le parti, c'est elle qui a engagé le parti au sein du FNDC. J'ai dit, moi, Eli Kamano, démissionne. Eli va plus loin en parlant de manipulation. Pour lui, la vice-présidente de son parti agit en connivence avec certains acteurs qui n'ont pas digéré son départ du FNDC. Il n'entend pas quitter son poste de président. La seule et unique raison qui la motive, c'est ma démission au sein du FNDC. C'est les gens derrière. Si elle est manipulée par ces gens, j'aimerais lui dire qu'elle n'a pas le pouvoir de me destituer parce qu'elle ne m'a pas élu. En plus, le parti ne lui appartient plus à elle seule. Selon la présidente du PGSD, le parti a été confié au Ruggeman sur la base des relations qui les lient et sous la pression de ses proches. Aucun congrès n'avait élu Eli Kamano.
C'est moi qui ai créé le parti. Je n'ai fait que par peut-être abus de confiance lui céder le parti. C'est pas parce qu'il m'a donné de l'argent ou bien c'est parce qu'on est passé par un congrès pour lui donner le parti. Non, simplement comme ça là parce qu'il est Kamano, je suis Kamano. Dans la déclaration du comité central du PGSD, Eli Kamano n'est plus habilité à représenter le parti ni parler en son nom à aucune rencontre politique et ou sociale sur l'étendue du territoire national. Une décision à laquelle l'artiste n'entend pas se plier. Il dit vouloir poursuivre son combat pour l'implantation du PGSD dans tout le pays. Et puis en interactualité, au 22e jour du confinement, Lucie Mena et Michael Sacheti du groupe Belfour jouent leur dernière création devant leurs voisins dans le cadre du Festival des Balkans, une initiative de la mairie de Montreuil pour animer cette commune à l'est de Paris et soutenir ses artistes. Suivez. C'était une femme, la grande dame, ce n'est pas la de ces femmes-là qui vous désarment. Nuages qui pullulent viennent se lever dans nos cellules. Nous on fait des centaines et des centaines de kilomètres pour jouer, on joue souvent en Auvergne. On a beaucoup de soutien là-bas aussi et bah là on va jouer devant chez nous, devant nos voisins qu'on ne connaît pas du coup le niveau de stress est assez intense. Il est comme quand je vais faire comme quand on va faire un concert. Et l'amour sans rien ne dire, qu'est-ce qu'on en fait nous de ces âmes accrochées à nos larmes chaque fois qu'elles nous inondent. Sur le tactile, c'est petit déjà grand. Finalement, on revient au but de la musique principale, c'est le partage et partager des émotions. Et là, c'est unique ce qu'on va vivre. Attends, on a une chanteuse. Viens t'amuser avec un DJ top, c'est des Luigi. Baby, don't mess around, because you love me so, and this I know that's wrong. Quand tu prends ton même pas, ça prend un... Il n'y aura pas de pénurie alimentaire en France. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, souligne la mobilisation exceptionnelle de la chaîne alimentaire dans la gestion de la crise de coronavirus à la sortie du Conseil des ministres. Il n'y a pas eu de pénurie alimentaire en France et il n'y aura pas de pénurie alimentaire en France. C'est l'engagement que nous avions pris avec le ministre de l'Agriculture. L'engagement a été tenu grâce à la mobilisation exceptionnelle de toute la chaîne alimentaire. Et je pense que c'est un motif de fierté pour nous tous de se dire qu'en France, la sécurité alimentaire, même en période de crise, est garantie. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par Gibril Bar, Jacques Lewaleno et l'ensemble de la rédaction politique. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain.